Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que la porte de l'appartement claqua violemment. Sa mère, venue à l'improviste de Lyon, se tenait dans le salon, les yeux écarquillés sur le lit défait où Camille dormait encore paisiblement. « Qu'est-ce que c'est que ça » hurla-t-elle, pointant du doigt la jeune femme aux cheveux courts, comme si elle avait découvert un crime impardonnable. Sophie, figée sur place, sentit le monde s'effondrer autour d'elle, en un instant. Sa vie secrète venait d'être exposée à la lumière crue de la réalité familiale. Elle tenta de s'expliquer, les mots se bousculant dans sa gorge sèche. « Maman. Attends. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais les larmes de rage de sa mère coupaient court à toute tentative. « Tu oses me mentir depuis des années ? Avec une femme ? Tu me dégoûtes. » Camille, maintenant réveillée, se redressa lentement, son regard passant de la confusion à la détermination. Elle posa une main apaisante sur l'épaule de Sophie. Mais cela ne fit qu'attiser la fureur. La mère de Sophie attrapa son sac et sortit en trombe, laissant derrière elle un silence assourdissant, chargé de promesses de rupture. Ce jour-là marqua le début d'une tempête que Sophie n'avait pas anticipée. À 28 ans, elle avait toujours cru pouvoir compartimenter sa vie, d'un côté, son travail d'avocate à Paris, où elle excellait dans les dossiers complexes de droit familial, ironie du sort, de l'autre, sa relation avec Camille, une professeure d'histoire de 29 ans, qu'elle avait rencontrée lors d'une manifestation pour les droits LGBT il y a 2 ans. Leur amour avait fleuri en secret, nourri de promenades le long de la Seine, de discussions passionnées sur l'égalité et de ces moments intimes où elle se sentait invincible. Mais la visite surprise de sa mère avait tout changé. Sophie passa la journée suivante à ignorer les appels de sa famille, se réfugiant dans les bras de Camille, qui murmurait des mots de réconfort. « On va s'en sortir, ma chérie. Ton amour pour moi n'est pas un crime. » Pourtant, les doutes s'insinuaient déjà. Sophie repensait à son enfance à Lyon, élevée dans une famille conservatrice où les valeurs traditionnelles étaient sacrées. Son père, décédé 5 ans plus tôt, avait toujours prôné le mariage hétérosexuel comme pilier de la société. Sa mère, veuve pieuse, assistait à la messe tous les dimanches et participait à des groupes de prière qui condamnaient ouvertement l'homosexualité. Sophie avait caché sa sexualité dès l'adolescence, feignant des intérêts pour des garçons à l'école pour éviter les soupçons. À l'université, elle avait eu quelques flirts avec des hommes, mais rien ne l'avait touchée comme sa première relation avec une femme, brève et clandestine. Camille était différente, elle assumait pleinement son orientation, ayant fait son coming out à 20 ans, malgré le rejet initial de ses parents libéraux de Bordeaux. Le soir venu, Sophie reçut un message de sa mère, « Ne remets plus les pieds à la maison. Tu n'es plus ma fille. » Les mots la transpercèrent comme une lame. Elle s'effondra sur le canapé, les larmes coulant librement. Camille la serra contre elle. Mais Sophie sentait une faille se creuser. Était-ce le prix à payer pour son amour ? Elle pensa à sa sœur cadette, Marie, encore au lycée, qui idolâtrait Sophie et risquait d'être influencée par la haine maternelle. Et puis il y avait l'héritage familial, la maison de Lyon, les économies accumulées. Tout cela semblait s'évaporer en fumée. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Au travail, Sophie peinait à se concentrer, relisant sans cesse les mêmes paragraphes de ses dossiers. Un collègue, remarquant son air hagard,
Lui demanda si tout allait bien. Elle esquiva, prétextant une grippe. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Comment pouvait-elle défendre les droits des familles en justice alors que la sienne se désintégrait? Camille, de son côté, tentait de la soutenir, mais ses propres démons ressurgissaient. Elle avait perdu un emploi précédent à cause de rumeurs sur sa sexualité. Dans un lycée privé où les parents conservateurs avaient fait pression. Je sais ce que c'est que d'être jugée. Sophie. Mais on ne peut pas laisser les autres dicter notre vie. Une semaine plus tard, Sophie décida d'affronter sa mère. Elle prit le TGV pour Lyon. Le cœur lourd. Arrivée à la maison familiale. Un bel immeuble haussmannien. Elle frappa à la porte. Sa mère ouvrit. Le visage durci par la colère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sophie inspira profondément. « On doit parler. »« Je t'aime. Maman. Mais je ne peux pas changer qui je suis. » La discussion dégénéra rapidement en dispute. Sa mère invoqua la Bible. La société. Le qu'en dira-t-on? Pense à ton père. Il se retournerait dans sa tombe. Sophie riposta. Parlant d'amour vrai. De droits humains. Mais rien n'y fit. En partant, elle entendit sa mère murmurer. Tu as choisi ton camp. De retour à Paris, Sophie se confia à Camille sur le trajet en train. Elle m'a dit que j'étais une abomination. Camille serra sa main. Elle a tort. Mais peut-être qu'avec le temps. Sophie secoua la tête. Et si elle avait raison? Si je faisais du mal à tout le monde? C'était le premier craquement dans leur relation. Camille sentit une distance s'installer. Une hésitation dans les gestes de Sophie. Elles passèrent la nuit à discuter, explorant les abysses de leur peur. Sophie avoua son désir d'une vie normale, avec enfants et reconnaissance familiale. Camille, plus affirmée, défendit leur droit à l'authenticité. Le lendemain, un appel de Marie changea la donne. Sophie. Maman est furieuse. Elle dit que tu es malade. Qu'il faut te soigner. Sophie sentit la culpabilité l'envahir. Avait-elle le droit d'imposer son choix à sa sœur? Elle décida d'écrire une lettre à sa mère, expliquant son parcours, ses luttes intérieures. Mais avant de l'envoyer, elle l'a relut avec Camille. C'est courageux. Ma belle. Pourtant, Sophie hésitait. Envoyer cette lettre? C'était officialiser la rupture? Ou peut-être ouvrir une porte? Elle choisit de l'envoyer, ignorant que cela déclencherait une chaîne d'événements imprévus. La lettre arriva à Lyon 2 jours plus tard. La mère de Sophie, Elisabeth, la lut en tremblant. Les mots de sa fille la touchèrent, mais la colère l'emporta. Elle appela le prêtre de la paroisse, cherchant conseil. Mon père. Ma fille est perdue dans le péché. Le prêtre, un homme âgé et traditionnaliste, lui recommanda de prier et de couper les ponts pour la sauver. Elisabeth, influencée, décida de déshériter Sophie. Elle contacta son notaire, un vieil ami de famille, pour modifier son testament. Tout ira à Marie. Sophie a choisi de renier nos valeurs. À Paris, Sophie ignorait tout de cette décision. Elle tentait de reconstruire sa vie avec Camille. Elles sortirent dîner dans un petit bistrot du Marais,
Quartier symbole de la communauté LGBT. Pour la première fois, Sophie se sentit libre, tenant la main de Camille en public. Mais un regard désapprobateur d'un passant la ramena à la réalité. Les gens nous jugent encore, murmura-t-elle. Camille haussa les épaules. Laisse-les. On est en 2026. La France a évolué. Pourtant, Sophie savait que les mentalités changeaient lentement. Surtout dans les provinces. Au travail, un nouveau dossier l'accapara, une affaire de discrimination contre un couple lesbien cherchant à adopter. En lisant les témoignages, Sophie se vit en eux. Elle plaida avec ferveur au tribunal, gagnant le procès. Ses collègues la félicitèrent, mais elle rentra chez elle épuisée, questionnant ses propres choix. Et si je renonçais à Camille pour apaiser ma famille? Cette pensée la hantait, la rongeant de l'intérieur. Elle n'en parla pas à Camille, craignant de la blesser. Camille, sentant le malaise, organisa un week-end à la campagne, près de Fontainebleau. Elles marchèrent en forêt, parlant de leur avenir. On pourrait se marier? Adopter un enfant, proposa Camille. Sophie sourit faiblement. Avec ma famille contre nous? Camille insista, on en créera une nouvelle. Mais Sophie pensa à sa mère, seule à Lyon, et à Marie, prise entre deux feux. Le soir, autour d'un feu de camp, elles s'embrassèrent tendrement. Mais Sophie se retira tôt, prétextant une migraine. De retour à Paris, un coup de fil de Marie la secoua. Maman a changé son testament. Tu n'hérites plus de rien. Sophie fut abasourdie. Quoi? Pourquoi? Marie pleurait. À cause de toi et Camille. Elle dit que tu l'as trahi. Sophie raccrocha. Effondrée. Elle confronta Camille, tout ça à cause de nous. Camille tenta de la calmer. C'est sa haine. Pas notre amour. Mais Sophie explosa, peut-être que si je t'avais pas rencontré. Les mots suspendus planaient comme une menace. La dispute s'envenima. Camille accusa Sophie de faiblesse. De ne pas assumer. Tu préfères l'argent à notre relation? Sophie nia. Mais le doute persistait. Elles passèrent la nuit séparées. Sophie sur le canapé. Le lendemain, elle appela sa mère. Pourquoi me punir comme ça? Élisabeth répondit froidement, pour te ramener à la raison. Quitte cette femme. Et tout redeviendra comme avant. Sophie raccrocha. Les larmes aux yeux. Était-ce une offre ou un chantage? Elle confia ses tourments à une amie. Laura. Une collègue lesbienne assumée. Tu dois choisir, ta famille ou ton bonheur. Laura raconta son propre coming out. Le rejet initial puis la réconciliation. Ça prend du temps. Mais l'authenticité paie. Inspirée, Sophie décida d'organiser une rencontre familiale. Elle invita sa mère et Marie à Paris, espérant un dialogue. Élisabeth accepta à contre-cœur, voyant une opportunité de sauver sa fille. La rencontre eut lieu dans un café neutre. Marie arriva en premier, embrassant Sophie avec émotion. Puis Élisabeth, raide et silencieuse. Camille resta en retrait, comme convenu. La discussion commença poliment, mais vira vite au vinaigre. Élisabeth accusa Camille d'avoir corrompu Sophie. Elle t'a manipulée.
Sophie défendit leur amour, parlant de joie partagée. Marie, timide, intervint. Maman, Sophie est heureuse. Pourquoi ne pas l'accepter? Élisabeth explosa, parce que c'est contre nature. Contre Dieu. Sophie, blessée, quitta la table. Dehors, elle pleura seule. Camille la rejoignit plus tard. Ça n'a pas marché. Sophie hocha la tête. Peut-être que je dois faire un choix. Camille pâlit. Moi ou elle? Sophie ne répondit pas, laissant le silence peser. Ce soir-là, elles firent l'amour avec une urgence désespérée, comme si c'était la dernière fois. Mais au matin, Sophie se leva tôt, décidant d'aller à Lyon seule pour confronter sa mère une fois pour toutes. À Lyon, Élisabeth l'accueillit froidement. Elles s'assirent dans le salon familial, entourées de photos d'un passé heureux. Sophie parla du cœur. Maman, je t'aime. Mais Camille est ma vie. Élisabeth révéla alors un secret, ton père. Il avait un frère homosexuel qu'il a renié. Il en a souffert toute sa vie. Sophie fut choquée. Pourquoi ne jamais en parler? Élisabeth pleura. Parce que c'était une honte. Et maintenant? Toi. Cette révélation ébranla Sophie. Son père, modèle de vertu, avait caché une faille familiale. Elle rentra à Paris, l'esprit en tumulte. Elle raconta tout à Camille. Peut-être que ma mère a peur de répéter l'histoire. Camille écouta, compréhensive. C'est une ouverture. Utilise-la. Sophie décida d'écrire une autre lettre. Cette fois adressée à toute la famille, incluant des références à l'oncle oublié. La seconde lettre fut un coup de maître. Sophie y décrivait son amour pour Camille comme une force positive, comparant le silence sur l'oncle à une prison émotionnelle. Elle envoya des copies à sa mère et à Marie. Élisabeth la lut plusieurs fois, hantée par les souvenirs. Elle se rappela son beau-frère, un homme gentil rejeté par la famille, mort seul. Pour la première fois, elle questionna ses croyances. Elle appela le prêtre, mais cette fois pour un avis nuancé. Il admit que l'Église évoluait sur ces questions. À Paris, Sophie et Camille vivaient dans une tension palpable. Sophie passait des nuits blanches, pesant le pour et le contre. Renoncer à Camille signifierait regagner l'héritage, mais perdre son âme. Persister risquait l'isolement total. Camille, sentant la fragilité, proposa une pause. Si tu as besoin d'espace. Sophie refusa. Non. On affronte ça ensemble. Mais intérieurement, elle luttait contre la tentation du compromis. Marie appela. Excitée. Maman pleure beaucoup. Elle parle de l'oncle. Sophie sentit un espoir naître. Elle invita sa famille à une nouvelle rencontre, cette fois avec Camille présente. Élisabeth accepta, à condition que ce soit chez elle à Lyon. Sophie et Camille prirent le train, nerveuses. En route, elles discutèrent stratégie. Soyons calmes. Authentique, dit Camille. À Lyon, l'atmosphère était lourde. Marie servit le thé, tentant de détendre l'air. Élisabeth s'adressa directement à Camille.
Pourquoi ma fille? Camille répondit honnêtement, parce que je l'aime telle qu'elle est. Et elle m'aime. Sophie intervint, maman. Accepte-nous. Ou perds-moi. Élisabeth hésita. Puis éclata en sanglots. J'ai peur pour toi. La société est cruelle. Camille répliqua, mais le rejet familial l'est plus. La discussion dura des heures, explorant préjugés et peurs. Élisabeth admit son ignorance sur l'homosexualité. Sophie parla de ses luttes internes, du poids des attentes sociétales. Marie défendit sa sœur, citant des amis LGBT au lycée. Petit à petit, les barrières craquèrent. Élisabeth promit de réfléchir, annulant temporairement les changements au testament. De retour à Paris, Sophie se sentit allégée. Mais Camille restait sceptique. C'est un début, mais pas une victoire. En effet, des appels anonymes commencèrent, des amis de la paroisse, influencés par Élisabeth, harcelaient Sophie. Repens-toi. Elle ignora. Mais le stress monta. Au travail, un client conservateur apprit pour sa sexualité et retira son dossier. Sophie affronta son patron, c'est discriminatoire. Il haussa les épaules. Les affaires sont les affaires. Camille, de son côté, fit face à des rumeurs à l'école. Un parent d'élève se plaignit de l'influence néfaste. Elle défendit son poste. Mais le directeur l'a mis en garde. Soyez discrète. Camille explosa chez elle, discrète? On est en France. Pas au moyen âge. Sophie la consola. Mais sentit la pression sociale s'intensifier. Elles participèrent à une manifestation pour les droits LGBT. Trouvant du réconfort dans la foule. Mais un contre-manifestant les insulta, rappelant les défis persistants. Un soir, Sophie reçut un message de sa mère, « Viens seule. On doit parler. » Elle partit pour Lyon, laissant Camille inquiète. Élisabeth l'accueillit avec un thé. J'ai vu un thérapeute. Il dit que l'homosexualité n'est pas un choix. Sophie fut surprise. Et toi? Élisabeth soupira. Je lutte. Mais je ne veux pas te perdre comme ton père a perdu son frère. Elles pleurèrent ensemble. Un premier pas vers la réconciliation. Mais le lendemain, un twist, Élisabeth révéla avoir contacté une association conservatrice pour aider Sophie. C'est pour ton bien. Sophie se sentit trahie. Tu n'as pas changé. Elle partit furieuse, appelant Camille en larmes. Elle veut me guérir, point. Camille ragea, c'est de la manipulation. Sophie, brisée, questionna tout. Était-ce futile de lutter? Elle rentra à Paris, décidant d'une confrontation finale. Elle organisa une réunion avec Élisabeth, Marie et Camille à Paris. Tout ou rien. La tension était à son comble. Élisabeth arriva. Défiante. Camille l'affronta, votre peur nous détruit. Marie plaida pour la paix. Sophie posa un ultimatum, accepte-nous? Ou adieu. Élisabeth, face au choix, craqua. D'accord. J'ai serré. Les semaines suivantes furent un test. Élisabeth invita Sophie et Camille à Lyon pour un dîner familial. L'atmosphère était tendue, mais polie. Marie posa des questions sur leur relation, brisant la glace. Camille raconta leur rencontre,
humanisant leur amour. Élisabeth écouta, posant des questions hésitantes. Êtes-vous heureuse? Sophie répondit, oui. Maman. Vraiment. Pour la première fois. Élisabeth sourit faiblement. À Paris, Sophie et Camille renforcèrent leur lien. Elles parlèrent d'avenir, mariage, enfants via adoption ou PMA. Mais les obstacles persistaient. Une loi en débat au Parlement sur les droits LGBT divisait l'opinion. Sophie s'engagea, écrivant des articles pour des médias. Camille organisa des débats à l'école, risquant son poste. Leur militantisme les unit, mais attira des menaces en ligne. Un jour, Sophie découvrit que sa mère avait rejoint un groupe de parents d'enfants LGBT. Élisabeth appela, j'apprends. C'est dur, mais je progresse. Sophie fut touchée. Elles se virent plus souvent, reconstruisant des ponts. Marie visita Paris, dormant chez elle, acceptant pleinement. Pourtant, un conflit interne persistait chez Sophie. Elle rêvait de nuits où elle choisissait la normalité, épousant un homme pour plaire à tous. Elle en parla à Camille, et si je regrettais? Camille, blessée, répondit, alors, pars. Mais sache que je t'aime. Sophie choisit de rester. Mais le doute l'ingérait. Au travail, un promotion se profila. Mais un collègue homophobe la sabota, répandant des rumeurs. Sophie le confronta, ton préjugé te coûtera cher. Elle gagna. Mais le stress l'usait. Camille la soutint. Mais sentit Sophie s'éloigner. Parle-moi. Sophie avoua, j'ai peur de tout perdre. Camille proposa une thérapie de couple. La thérapie révéla des couches profondes. Sophie explorait son internalisée homophobie, héritée de l'éducation. Camille admit sa peur du rejet. Elles émergèrent plus fortes, décidant de se fiancer. Elles annoncèrent à Élisabeth, qui réagit mieux qu'attendu, si ça te rend heureuse. Mais un drame frappa. Marie, influencée par des amis conservateurs, questionna Sophie, es-tu sûre? Maman dit que c'est une phase. Sophie fut dévastée. Même toi? Marie s'excusa. Mais le mal était fait. Sophie confronta sa mère, tu sèmes le doute? Élisabeth nia. Mais admit avoir partagé ses craintes. La tension culmina lors d'un week-end familial. À Lyon, une dispute éclata. Camille défendit leur amour, accusant Élisabeth de sabotage. Marie pleura, divisée. Sophie, au bord du gouffre, hurla, assez. J'en ai marre de payer pour être moi-même. Elle partit avec Camille, laissant la famille en chaos. De retour à Paris, elles évaluèrent les dommages. Peut-être qu'on coupe les ponts, suggéra Camille. Sophie hésita, c'est ma famille. Elles décidèrent d'une pause avec Élisabeth, se concentrant sur elle. Sophie écrivit un journal, explorant ses choix moraux. Était-il égoïste d'imposer son orientation? Ou courageux de vivre authentiquement? Un appel surprise d'Élisabeth changea tout. J'ai vu un documentaire sur les familles LGBT. J'avais tort. Elle proposa une réconciliation sincère, annulant définitivement les changements au testament. Sophie, méfiante, accepta une rencontre.
À Paris, Élisabeth s'excusa devant Camille. « Pardonnez-moi. J'étais aveugle. » La guérison commença. Elles passèrent du temps ensemble, Élisabeth apprenant à connaître Camille. Marie s'ouvrit, devenant une alliée. Sophie sentit la paix s'installer, mais savait que les cicatrices restaient. Avec le temps, la famille se ressouda. Élisabeth participa même à une Pride à Lyon. Un pas géant. Sophie et Camille se marièrent dans une petite cérémonie à Paris, avec Marie comme témoin et Élisabeth donnant sa bénédiction. Les invités, amis et collègues, applaudirent leur résilience. Sophie, dans sa robe blanche, regarda Camille et sut qu'elle avait fait le bon choix. Pourtant, les défis sociétaux persistaient. Un débat national sur l'adoption pour couples homosexuels les mobilisa. Sophie plaida au tribunal, utilisant son histoire personnelle. Camille enseigna l'inclusion à ses élèves. Elles adoptèrent une petite fille, Emma, 2 ans plus tard, complétant leur famille. Élisabeth, maintenant grand-mère, visita souvent, gâtant Emma. Elle admit ses erreurs passées, « J'ai failli tout perdre par ignorance. » Marie, étudiante, milita pour les droits LGBT. Inspirée par sa sœur. Sophie réfléchit souvent aux coups, les nuits d'angoisse, les disputes, les trahisons perçues. Mais chaque regard d'Emma, chaque étreinte de Camille, valait la peine. Elle écrivit un livre sur son parcours, encourageant d'autres à affronter leurs démons. La vie n'était pas parfaite. Des préjugés surgissaient encore, mais elle les affrontait unis. Sophie se demanda si tous les choix étaient justes, ou si certains sacrifices étaient trop grands. Était-il moralement juste de prioriser son amour personnel au détriment de la cohésion familiale? Ou le vrai péché réside-t-il dans le déni de soi pour plaire aux autres?